Joyeux Hunger Games à toi, cher spectateur, et puisse le sort et les autres vous être favorables. Et bienvenue dans cette vidéo autour d'un film qui... Je ne saurais pas dire s'il était réellement attendu ou si, à cause de la grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood, il est passé un peu sous le radar. Mais voici le nouveau Hunger Games qui s'appelle La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Toujours réalisé par ce cher Francis Lawrence qui a déjà réalisé le 2, le 3 et le quatrième Hunger Games. Et alors l'histoire, eh ben, nous sommes 64 ans avant les Hunger Games que nous avons connus. La guerre a fini il y a 10 ans, Ouais. c'est ça 10 ans. Et nous allons suivre Coriolanus Snow, qu'on voit également dans les autres Hunger Games, qui là est encore un jeune étudiant, qui s'apprête à recevoir un prix. Et en fait, coup de sort, au dernier moment, il ne l'a pas, parce qu'il va devoir être le mentor d'une jeune fille du district 12, Lucy Gray, qu'il va devoir aider pour soit faire en sorte que tout se passe bien pendant la com des Hunger Games, soit peut-être même essayer de l'aider à gagner les 10e Hunger Games. J'ai Oui, bien c'est résumé, ça va? C'est Sans ça. trop en dire, parce que sinon on pourrait trop révéler de choses qui se passent dans ce film, parce que mine de rien, là ce que je vous évoque, c'est les 20 premières minutes du long métrage, à peine. Donc c'est vraiment juste le contexte par rapport à tout ce qui se passe derrière, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Et pour en parler avec moi, eh ben, mon cher Renan, quand tu as entendu parler de Hunger Games, toi la première chose que tu m'as dit c'est est-ce qu'on peut faire la vidéo ensemble? C'est ça. Et je me suis dit, j'ai personne, je vais prendre Renan. Comment Voilà. vas-tu? Ça va très bien et toi? Écoute, bah, comme je le disais, en fait, c'est surprenant parce que il y a eu un bouquin, donc c'est tiré d'un livre de Susan Collins, ce nouveau Hunger Games, donc ça n'est pas genre on décide de raconter une histoire annexe autour de l'univers d'Hunger Games, c'est réellement, il y a eu une envie de la part de l'autrice de vouloir raconter l'histoire de Coriolanus, de vouloir évoquer tout ce qui s'est passé avant les Hunger Games que l'on connaît. Le projet cinématographique en soi étonnant sans l'être parce que à part, comme tu me disais avant le tournage de la vidéo, à part le production designer qui a changé, visiblement, tout le monde est resté. Tous les gens qui ont fait les premiers Hunger Games 2, 3, 4, ils sont restés, ils ont continué, c'est le même réalisateur, c'est le même scénariste. Il n'y a que le casting réellement qui a été bouleversé, mais sinon il y a réellement eu toute l'équipe qui a eu envie de faire ce nouveau volet, qui a eu envie de proposer cette origin story, qui du coup sort un peu, j'aurais pas envie de dire en catimini, mais dans un espèce de contexte où j'ai pas l'impression qu'il y a un vrai engouement de la part des gens pour la sortie de ce 5e film, où j'ai plus l'impression qu'il y a les fans d'Hunger Games qui vont certainement aller le voir, mais sinon, bah, peut-être qu'on est dans cette période un peu bâtarde où ces romans pour adolescents qui ont grandi aujourd'hui, bah peut-être que la période est un petit peu passée. Comme ça avait été le cas pour Harry Potter, comme ça avait été le cas pour Twilight, comme ça avait été le cas même pour Divergente dans un autre registre, ou le Labyrinthe. C'est des sagas en fait qui au fur et à mesure qu'elles ont avancé ont un peu perdu de leur superbe ou en tout cas de leur aura. Et les gens se sont un peu désintéressés. Même sur la fin, je crois que le dernier Hunger Games, il n'avait pas fait un très bon score au box-office. Je sais plus du tout. Je crois je qu'il sais s'en que- était pas très bien Je sorti. sais que sur certaines sagas, je crois que c'est Divergente qui a même pas eu. Oh bah Divergente, ils ont même pas fini. Qui a même pas fini. Ils ont même pas fini. Et le Labyrinthe, à la base, le dernier film devait être divisé en 2 parties. Au final, il l'avait fait en un seul long métrage qui durait quasiment 3 heures, qui était monumental parce que bah, ils étaient quasiment sûrs et certains que personne allait suivre ça. Oui, c'est-à-dire que la mode est passée, mais justement, ça peut-être que. Alors après, c'est le contexte, c'est. Faut pas oublier que à part Barbie et Oppenheimer cet été, en fait, en ce moment, la plupart des films se plantent. Hein. C'est quasiment. Se plante ou ne crée pas la surprise, Voilà, ça c'est clair. on est dans une période où les gens vont moins au cinéma, donc ça sort effectivement dans ce contexte. Et puis il y a eu la grève des acteurs qui a fait penser aux gens que bah, de toute façon, enfin, tout est repoussé. Enfin, C'est ça, bah mine de rien, vu que tous les blockbusters américains ont quasiment tous été repoussés à part Aquaman, il reste quasiment que Hunger Games qui s'impose comme étant l'un des gros blockbusters de fin d'année, alors qu'à la base, ça devait être un film qui devait suivre la sortie de Dune et potentiellement de d'autres longs métrages hollywoodiens qui devaient sortir. Et à la place, ben ouais, il s'impose presque comme le gros blockbuster de fin d'année avec Aquaman. ce qui pourrait le. Ce qui pourrait le porter. Le porter, ouais. C'est clair et net. Contexte placé, mon cher Renan. Que penses-tu de ce 5e volet de la saga Hunger Games? Ah bah moi comme toute la saga en fait j'ai adoré, on est dans la continuité, ne serait-ce qu'en termes bah, comme on disait il y a la même équipe donc on est vraiment en terrain familier. Les musiques, il y a des musiques qui sont reprises etc. Donc on est vraiment dans une cohérence totale et enfin perso moi je suis fan de la saga d'origine livre et film et du coup bah là pareil j'ai lu le livre juste avant parce que ça faisait un petit moment que je voulais le lire et je repoussais sans arrêt donc là je l'ai lu.
j'ai vu le film dans la foulée et je suis très content. Voilà. J'ai été surpris, moi je t'avoue, parce que je n'attendais pas du tout ce film. Disons que j'aime bien, mais sans plus, le premier film de Gary Ross, que je trouve assez mal shooté lorsqu'il s'agit de filmer des scènes d'action, mais après c'est un choix. J'aime bien la proposition visuelle de Francis Lawrence à partir du 2, qui je trouve être le meilleur film de la saga pour le moment. Moi Euh, aussi, c'est le meilleur livre aussi. Ah bah, il faudrait que je le lise parce que à part les premières pages que j'ai lues, je n'ai pas lu le deuxième. J'ai lu le premier mais j'ai pas lu le deuxième. Et après le 3 et le 4, bon ben moi je trouve que ça on perd un petit quelque chose. Je trouve qu'avoir divisé le dernier bouquin en deux films, c'est pas forcément pour le meilleur et ça a donné lieu En à... termes de cinéma, non, c'est vrai qu'après, quand C'est t'es ça. fan des bouquins, Mais c'est de en bouquin, c'est le grand paradoxe, c'est que je suis persuadé qu'en livre, c'est ultra passionnant. En fait, c'est ça, c'est que quand t'es fan des bouquins, l'avantage d'avoir le film en deux parties, c'est qu'au moins tu laisses moins de choses de côté. Mm. Donc pour quelqu'un qui a lu le bouquin, le 3 et 4, il passe à peu près bien. Effectivement, en termes de cinéma, c'est peut-être moins... C'était pareil pour Harry Potter, d'ailleurs. Oui, c'est pas faux. Ben, on sent que les Reliques de la Mort partie 1 a moins bien marché que les Voilà. Reliques de la Mort Mais partie ça, 2. c'est plus, Mais je ça, pense voilà. que c'est plus le côté commercial de la chose. Et on va Exactement. prolonger un petit peu... On va tirer sur la corde du fric. On arrive à la fin, mais on veut pas arrêter, donc on va continuer un petit peu, on va faire une partie 2. C'est ça. Mais en tout cas, ce nouveau volet, moi je le trouve vraiment bon. Je trouve qu'il vient vraiment flirter avec ce qui faisait les qualités de l'embrasement, c'est-à-dire une belle histoire, bien ficelée, bien rodée, qui amène correctement les personnages, qui certes va nous plonger dans le contexte historique d'un protagoniste qui est un antagoniste, au fur et à mesure qu'il avance. Il ne nous est pas présenté comme ça, mais on sait très bien que il va commencer comme un protagoniste, il va terminer comme un antagoniste, c'est évident au vu de la continuité dramatique qu'il va y avoir par la suite, mais c'est très bien fait, et je trouve que Francis Lawrence, qui est un réalisateur qui n'a pas fait grand chose entre les deux de Hunger Games qu'il a fait, si j'ai de bonne mémoire, il a juste fait Red Sparrow, qui n'est pas non plus un modèle de polar ou de thriller d'espionnage, voire même le contraire. Mais en tout cas, je trouve qu'il arrive bien à renouer avec l'univers, qu'il a une belle proposition de mise en scène, qu'il a des choix de caméra et des propositions esthétiques que je trouve assez fortes, et qui sont également appuyées par la production design qui est encore une fois éblouissante. Mais vraiment, j'étais très agréablement surpris parce que je m'attendais vraiment à voir un film un peu lourdingue qui allait tirer sur la corde pour rajouter encore un petit peu de contexte à l'univers. En fait, c'est pas le cas. C'est vraiment un bon film qui suit un personnage qui est prenant dans une espèce de grande dramaturgie qui est peut-être un petit peu longue, mais qui n'est jamais longue pour rien. Mm. J'ai trouvé vraiment que le film était dense, racontait beaucoup de choses, mais qu'à chaque fois, tout ce qu'on en retirait, c'était très fort. Ouais. Et ils ont pas fait l'erreur aussi de... Enfin, à supposer que ce soit une erreur, mais ils ont pas fait l'erreur aussi d'arriver à la fin dans l'état où le personnage est, c'est-à-dire qu'il reste quand même des zones où on pourrait imaginer encore. Donc ça fait que soit Suzanne Collins ressort un bouquin pour raconter l'entre-deux, soit bah, ça laisse l'imagination aux spectateurs et aux lecteurs. Enfin, moi j'ai trouvé que l'histoire était vachement bien de ce côté-là. C'est que je m'attendais au début à ce que bon bah il est étudiant, il finit président à la fin, ça va être chelou, tu vois. En fait, non, il finit pas tout à fait. On sent qu'il est sur un chemin, mais on nous montre pas la ligne d'arrivée. Ça, je trouve ça plutôt bien parce que ça laisse respirer le film, ça le laisse aussi, ça permet aussi de le voir indépendamment de la saga aussi. Tout à fait. Ça lui permet d'exister tout seul, parce que si tu commences à faire un truc où du coup tu mets une sorte de cliffhanger ou un truc comme ça pour coller absolument avec la fin, même s'il est très bien, c'était le cas de Rogue One par exemple. Rogue One, si tu le regardes sans l'épisode 4, tu perds... Tu perds la puissance voilà. de la conclusion. Ouais. Et donc là, tu peux le regarder tout seul, et j'ai trouvé que c'était assez habile comme façon de faire. Après, effectivement, oui, moi, les décors, comment dire, moi, en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est quand j'ai lu le bouquin, moi, j'ai vu, en fait, que littéralement, il y a des moments où je me suis dit, j'ai l'impression de revoir tout ce que j'avais Tout ce que tu avais imaginé. Ouais. imaginé. Alors pas exactement tout à fait, parce qu'il y a des personnages qui sont pas décrits dans le bouquin, il y a des noms mais tu sais pas exactement. Donc il y en a par exemple qui n'ont pas du tout le même physique que tu pensais, parce que du coup par rapport à leur personnalité tu te fais une image qui n'est pas la même. Mais sinon ouais, c'était vraiment très fidèle au livre. Il y a évidemment des modifications, ça c'est une évidence, parce que le livre lui aussi est extrêmement dense, et par moments je me disais mais comment ils vont adapter ça. Bon bah des fois ils se sont contentés soit de pas l'adapter, soit de le changer. Donc non, c'était vraiment bien fait quoi. Et bah tu me tends une perche, passons à l'écriture. Donc basé sur le bouquin de Suzanne Collins, et donc écrit par Michael Ardent
et Michael, j'ai plus le nom, il y a trop de Michael dans ce scénario. Donc Michael Ardent qui avait déjà bossé, si je ne me plante pas, sur les 2 derniers volets de la saga, et Michael Leslie, ainsi que Lauren Shucker Bloom qui n'est pas cité au générique mais qui visiblement a participé à l'écriture. Ce scénario en fait est d'une extrême simplicité en même temps qu'étant très dense, parce que la partie qu'on vous a évoquée dans le résumé au début n'est qu'une espèce de surface qui englobe un film qui va partir dans beaucoup de directions, qu'on va essayer de ne pas spoiler pour éviter un petit peu de trop vous en révéler au cas où vous n'auriez pas lu le livre ou au cas où vous n'attendriez pas ce type de dramaturgie. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Coriolanus, il a une très large évolution en fait dramatique au sein de ce film. Ça ne se limite pas juste à un jeune étudiant qui va passer mentor et qui va essayer d'aider sa jeune protégée à survivre dans les Hunger Games. C'est beaucoup plus dense et je trouve personnellement que c'est extrêmement bien fait et que c'est surtout très ludique pour le spectateur parce qu'il n'a pas la sensation de voir un personnage qui fait juste une espèce de boucle pour revenir au point de départ, mais d'avoir une belle montée dramatique qui le fait vraiment vriller et passer d'un Coriolanus un peu innocent à un Coriolanus qui peut-être pourrait devenir président. Mais ça, on ne le saura qu'après. Non, je sais pas ce que tu en as pensé. Toi, du coup, tu as un regard vraiment adapté, puisque tu as lu le bouquin. En termes d'adaptation, toi, t'en penses quoi? En termes d'adaptation, on est, c'est extrêmement fidèle, mis à part quelques changements, notamment dans les scènes d'action, puisque, bon, sans trop spoiler, on a des Hunger Games dans le film. Dans le bouquin, c'est quasiment, ça se passe sur 4 jours et ils attendent quasiment tout le temps parce qu'en fait, il n'y a qu'une caméra. Dans le bouquin, il n'y a qu'une caméra et en fait, enfin une ou deux, un truc comme ça, vraiment pas beaucoup de caméras. Et du coup, en fait, on voit l'arène vide parce que tout le monde se planque et en fait, on attend. Voilà. Et en fait, pendant une grosse partie du bouquin, je me suis dit, mais comment ils vont faire ça dans le film? Ça va être chiant. Et en fait, bon, dans le film, ils ont mis plusieurs caméras et du coup, on peut suivre les personnages, etc. Et il y a des changements aussi où effectivement il y a, les personnages ne meurent pas au même moment, enfin, il y a plein de petites choses comme ça, mais ça c'est des changements plus, Cinématographique. plus cinématographiques pour maintenir le spectateur, alors que dans un bouquin tu peux te permettre d'être un peu plus lent et d'être un peu plus posé, mais ça c'est le cas de tous les livres. Tu prends Harry Potter, enfin, c'est pareil, enfin, c'est... R.I.P. in Peace, l'Ordre du Phénix. Ouais, non, mais enfin, moi j'adore le bouquin de l'Ordre du Phénix d'ailleurs, mais tu pourrais pas le transposer au cinéma pareil. Ou alors il faudrait que ça soit un truc extrêmement dense, genre quasiment de 5 heures pour réussir à retranscrire en série, les détails. ça pourrait donner un clin d'œil HBO. Non, mais honnêtement, moi, enfin, bref, on en parlera, mais une autre fois. Mais, je me doute. Mais non, là, oui, c'est très fidèle et peut-être un peu, effectivement, le fait que le livre soit dense fait que le film est long. Bah, ça dure 2h40, donc en termes de dramaturgie, c'est un film qui prend son temps sans réellement le prendre. En fait, c'est le grand paradoxe en fait de cette écriture, c'est que c'est une écriture où on sent que Collins Leslie et Ardent ont voulu vraiment le plus possible essayer de faire en sorte que leur personnage ait le temps de vivre, ait le temps de réellement prendre place dans cet univers, de prendre corps. Enfin, c'est bête, mais la manière qu'ils ont d'introduire chaque protagoniste, c'est vraiment on prend le temps en fait de cerner un minimum leur personnalité. Ouais. C'est pas juste on va vous dropper un nom et démerdez-vous avec ça, c'est des rapports de personnages qui semblent placés puis qui finalement ont une ambiguïté. Je pense à Snow et Janus, personnellement j'ai beaucoup aimé le rapport qu'ils ont parce qu'au début on pourrait presque imaginer un rapport de dualité qui évolue finalement de manière très cohérente au fur et à mesure que le récit progresse pour carrément revriller vers la fin, mais à chaque moment en fait ça a une logique par rapport à ce qui doit être montré et surtout à ce qu'on doit ressentir envers ces personnages. Même le présentateur qui va s'occuper d'animer les Hunger Games. Le présentateur, il est approfondi d'ailleurs par rapport au bouquin. Ah, ça c'est bien. Parce que tu vois, honnêtement, je l'ai trouvé très charismatique et il a pas tant de scènes que ça. Il a des scènes où en fait il est complètement absent dans la scène version livre. Ouais. Où du coup ils l'ont rajouté, la scène du zoo notamment. Oui. Il n'est pas là dans le bouquin. Ah. Et c'est bien fait. Il y a des caméras, mais il n'y a pas le présentateur. Ouais. C'est bien fait parce qu'en plus, je trouve que ces scènes-là amènent un espèce de pseudo-recul historique assez glauque et malsain, mais qui rend du coup l'effet encore plus impressionnant. Oui, voilà, c'est ça. C'est d'ailleurs beaucoup plus, j'ai trouvé le film plus, pas mature, mais plus sombre que la saga. Après, mature c'est un grand mot parce que ça reste un film... Ça a toujours été très mature par rapport aux autres bouquins, entre guillemets, pour adolescents. Oui, mais je parle dans le film, les films par exemple, le fait pour les ratings aux États-Unis, ils sont obligés de faire attention à ce qu'ils montrent en termes de violence. Et par exemple, dans ce film-là, malgré la violence pas possible de ce qui se passe, il n'y a pas une goutte
de sang. C'est vrai. Il n'y a pas C'est une vrai. seule. Mais ça, c'est malheureusement, c'est soit tu décides de faire un film qui est pour les moins de 16 ans, enfin pour les 16 ans et plus, soit tu essaies de taper les 13 ans aux États-Unis, et ça, bah, voilà. Ils y arrivent. Ils y arrivent, Sans ils y pour arrivent. autant laisser de côté le côté impactant en fait Et sans que ce de soit tout ça. incohérent non plus. C'est Parce ça. qu'il y a dans le 2, il y avait le problème où le mec se fait tirer une balle dans la tête et puis on voit le plan du dessus, il n'y a pas un. Ouais, il y a rien. Il n'y a rien. Là, tu faisais. Mais là, non. Ils ont fait en sorte que ça se voit. Soit c'est hors champ, soit on est devant. Enfin, la caméra est là, le personnage est de dos par rapport à nous. Ouais, Et c'est il ça. s'est blessé devant et donc on le voit pas. Yep. Je te propose qu'on spoil un tout petit peu quand même parce qu'il y a plein de choses qu'on peut pas évoquer sans réellement risquer de trop vous en révéler par rapport à l'histoire. Le petit timecode apparaît juste là. En fait, tout ce qui se passe, c'est qu'une fois que les Hunger Games sont terminés et donc que Lucy Gray est devenue victorieuse, il y a tout un retournement de situation autour de Coriolanus qui fait qu'il se retrouve à devoir partir dans le district 12 et à devenir là-bas un vigile. Un pacificateur. Un pacificateur, j'avais plus le nom, tu as eu raison de me le rappeler. Mais du coup, ça amène toute une nouvelle ambiguïté à la dramaturgie, ça amène tout un nouvel arc narratif qui est réellement la troisième partie, et du coup, on découvre un nouveau personnage qui presque se libère en fait du carcan du Capitole dans lequel il était enfermé, et qui va revriller, et qui va ensuite revenir au Capitole. Cette partie-là, je trouve, c'est l'une des parties qui m'a le plus plu dans le film. Parce que, bizarrement, c'est la partie anti-Hunger Games possible. C'est pas du tout les jeux, c'est pas du tout le contexte de préparation, c'est quelque chose d'autre. Et moi personnellement, j'ai beaucoup aimé cette partie-là qui est une vraie découverte. Bah, c'est surtout cette partie-là qui va cimenter le personnage de Snow, en fait, tel qu'on le connaît. C'est ça. En fait, toute cette partie-là te permet de te dire ah, c'est pour ça que machin. C'est aussi, ça donne aussi, c'est aussi cette partie-là quand tu as vu les autres films ou lu les autres bouquins qui va te donner en fait. Qui va donner un autre sens à ce que tu as déjà vu avant. Ouais. Notamment par la musique, parce qu'on ne l'a pas dit, mais la musique est extrêmement présente dans le film, notamment par des chansons. Il y avait des chansons dans les bouquins d'avant, mais ils les avaient pas trop mises dans les films, à part l'arbre du pendu, qui là fait son retour. Enfin, son retour. Il fait son retour dans les autres, plutôt, on va dire. Il fait son retour cinématographiquement là, parlant, mais là, il en est fait, déjà présent. On assiste à la création de cette chanson. C'est ça. Voilà. Mais ça donne un autre poids parce qu'en fait, on peut spoiler du coup la série. Oui, tout à fait, Donc, vas-y. du coup, comme Snow est amoureux de Lucy Gray à ce moment-là, il la voit créer cette chanson-là. D'ailleurs, dans le bouquin, mais là on ne le dit pas, dans le bouquin, en fait, elle sait que ça parle du mec qui a été pendu juste avant. C'est ça. Et du coup, en fait, quand on se dit, si Snow entend la chanson dans le Hunger Games, la révolte, Oui. ça doit lui... Ça doit forcément avoir un Je impact. trouve presque dommage d'ailleurs que du coup, comme ça, la préquelle arrive après, que du coup, dans le film ou dans le livre d'avant, en fait, il n'y ait pas eu la réaction de Snow à ce truc-là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu te dis que ça doit... mais tu comprends aussi pourquoi il est devenu assez tyrannique avec le district, avec les districts, et notamment avec les districts extérieurs, puisqu'il a vu le district 12 de l'intérieur. D'ailleurs, il y a une phrase dans le premier film, pas dans le bouquin, où il disait que est-ce que tu es déjà allé dans les districts? Moi j'y suis allé, il y a beaucoup de laissés pour compte, etc. Et en fait, c'est où il explique au juge, en fait, le mec qui s'occupe de créer les jeux, l'édition des jeux du moment, où il lui explique justement tout un tas de choses qui ne sont pas dans le bouquin. Et là, tout de suite, ça prend un autre sens, parce que tu dis, bah oui, il est allé dans le district 12 et il a fait... Donc vraiment, cette partie-là, elle cimente le récit dans la continuité, là où effectivement tout le reste avant, tu te demandes mais comment ce mec-là a pu arriver là. C'est ça, la première partie ça vraiment à nous introduire le personnage et à vraiment nous le faire apprécier. La deuxième partie, enfin la troisième du coup, consiste vraiment à le déconstruire et à l'emmener dans la direction qui va être le Snow que l'on connaît dans la suite de Hunger Games. Un point que je veux aborder du coup dans l'écriture, qui est pour moi un petit handicap, mais c'est un handicap littéraire j'ai envie de dire. Je trouve que ça sert à rien d'avoir réellement découpé le film en partie 1, partie 2, partie 3. Ouais, c'est-à-dire, je me suis fait la même réflexion. Le mentor, le prix, le pacificateur. Ouais. Je trouve que ça n'a aucun intérêt et que c'est vraiment purement et simplement littéraire. Parce que les bouquins sont découpés comme ça. Exactement. Tu as vraiment des belles segmentations avec première partie, deuxième partie, troisième partie. Et je trouve que c'est trop littéraire et que honnêtement tu enlèves ces cartons avec la césure qu'il y a entre ces différents actes. Le film aurait une continuité, aurait une logique et aurait un enchaînement qui serait beaucoup plus clair. Ça a été ma surprise en salle, de voir ces cartons-là. Je dis ça sert pas à grand-chose. Non, clairement pas.
En termes de mise en scène, donc, il y a une continuité entre les précédents Hunger Games et celui-là, avec la présence de Francis Lawrence à la mise en scène, qui s'était occupé donc de l'embrasement et de la révolte partie 1 et partie 2. Euh, En termes de pure esthétique, c'est pas un film qui est réellement neuf. On peut pas dire qu'il y a une immense créativité par rapport à ce qu'on a vu dans les précédents volets. On peut dire de manière indéniable qu'il y a un magnifique travail de production design autour de ce long métrage parce que il y a des choix esthétiques, graphiques, de costumes, de décors, de technologies qui sont utilisés dedans, qui ont de la gueule et qui donnent une vraie puissance. Ça a presque ce côté référence vidéoludique, mais ce côté Bioshock par moment, cette Oui, espèce de mix entre en du effet. vieux et du moderne, qui est très très bien fait je trouve, et qui amène une vraie identité finalement à l'univers, qui permet de le détacher un petit peu des précédents Hunger Games, parce que on pourrait se dire, tu reprends un peu les mêmes technologies, tu les rétrogrades un tout petit peu, et puis ça fait l'affaire. Ils se sont vraiment dit, et si on reconcevait un espèce d'univers où on va lui donner une espèce d'ambiance, comme si c'était futuriste, mais en même temps rétro. Mhm. Et j'aime beaucoup cette manière avec laquelle ils ont eu de gérer finalement tout ce qui entoure les personnages, où on a presque l'impression que c'est une technologie avancée, mais à laquelle on aurait mis un vieux logiciel Windows 95, histoire de dire non, non, mais non, non, faut que ça ait l'air vieux, donc mets un vieux logiciel dedans. Et ça rend vraiment bien finalement. J'aurais dit l'inverse en fait, j'aurais dit plutôt une vieille technologie sur laquelle tu mets des logiciels actuels. Ah oui, pas mal non plus, pas mal non plus. Mais oui, oui, je te rejoins là-dessus. Et en plus, surtout, ils ont réussi à faire un truc extrêmement cohérent par rapport au temps qui se passe entre les deux sagas. Où on a vraiment l'impression que ça se passe bien, enfin plus de 50 ans avant. C'est ça. Et où du coup, que ce soit dans le production design, même dans la manière dont ils ont conçu tout ce qu'il y a autour des jeux, qui est pas encore comme ça va être le cas. Donc tu as vraiment la sensation qu'on est vraiment loin avant. Big up au système des drones. Ouais, L'une des idées les plus fun, je trouve, de ces jeux. C'est oui, vraiment oui. très très drôle. Qui d'ailleurs a permis de servir aussi dans le déroulement des jeux et tout. C'est Je ça, trouvais ça c'est très, ça. très, très, très bien foutu. Mais ouais, en termes de mise en scène, c'est vrai que c'est pas. Francis Lawrence, c'est pas un grand créatif en termes de visuel, ça reste très formaté comme. C'est un yes man avec un tout petit plus. Parce que de toute façon, si j'ai bonne mémoire, Francis Lawrence, c'est Constantine, c'est Je suis une légende, c'est De l'eau pour les éléphants, c'est Hunger Games 2, 3, 4, c'est Red Sparrow, et maintenant c'est Hunger Games 5. Donc, Francis Lawrence, il est ultra attaché à cette saga, mais il est arrivé dedans alors qu'il y avait déjà Gary Ross qui avait posé des postulats de mise en scène et C'est ça. d'esthétique. Donc du coup, il n'a pas non plus été le mec à l'origine de ce qui va être la force graphique du long métrage. Il a repris un petit peu ce que Gary Ross avait mis et il a essayé de faire en sorte que ça ait une gueule à peu près cohérente par rapport avec avec ce qui a été mis en place et que ça ait en même temps sa petite patte esthétique. Cette petite patte, on la ressent surtout dans sa manière de gérer les scènes d'action, qui est beaucoup plus cohérente, je trouve, que Gary Ross et qui en plus amène des scènes avec une réelle tension. Je trouve qu'il a un très joli travail autour du grand angle qui Oui. permet notamment à toutes les scènes où il y a deux personnages ou plus qui sont dans le même plan d'avoir un vrai relief. Je prends une scène, sans spoiler, où il y a Lucie qui va se retrouver face à quatre personnages. Le fait qu'il utilise un grand angle, ça rend encore plus la sensation d'enfermement malgré le fait qu'elle soit dans un dôme. Ouais. Et c'est super bien fait. C'est des très bonnes idées comme ça qui sont minimes, qu'on voit à peine, où on se dit non mais c'est hyper cohérent en fait, ça doit être normal de faire ça. Et non, on se rend compte qu'il y a vraiment un réalisateur qui s'est dit il faut penser le cadre comme étant un espèce d'œil de spectateur. Parce que c'est un peu le cas. Oui, oui, c'est On ça. est ça. Au-delà d'avoir Coriolanus qui est en train de suivre ça sur son écran, bah, nous aussi on est en train de regarder les jeux. Exactement. Et je trouve que ça rend vraiment bien. Et après, c'est surtout aidé, comme on le disait, par la production design qui est vraiment très très bien foutue et qui permet à ce film d'avoir une gueule, d'avoir une esthétique, d'avoir une ambiance, d'avoir une patine particulière. J'aime beaucoup par exemple le laboratoire de l'inventrice des Hunger Games qui est un espèce de mélange entre Bioshock, Fallout, un espèce de truc glauque, un cabinet de curiosité un peu étrange où tu sens qu'elle est en train de préparer les créatures qui même vont... ça, je l'ai trouvé très épuré et Mmh. c'était l'image que j'avais du bouquin. C'est-à-dire que ça reste très épuré, c'est que c'est pas. T'es pas dans un vieux bâtiment en bois avec tout un tas de bordel dans des cuves partout, c'était dans une espèce de grande salle blanche pétante, tu vois. Et t'as des étagères, quelques étagères avec des trucs dessus, mais qui sont très espacées les unes des autres. Et du coup, ça donne un aspect presque. Ouais, on a l'impression que c'est un aspect extrêmement froid dans ce laboratoire, C'est là où ça. d'habitude on aurait tendance à faire ce genre de truc en le faisant très chaleureux.
Et ça correspond très bien d'ailleurs au personnage qui à la fois est un peu fou, mais très Un froide. peu? Un peu? Un peu beaucoup, oui. Oh, un peu. Moins dans le film que dans le bouquin, mais un peu. C'est ce qu'il m'a dit ensuite, j'ai fait ah ouais, ils ont fait encore pire dans le Ouais. bouquin? Bah dans le bouquin c'est simple, quasiment à chaque fois qu'elle arrive elle fait youpi youpla. Et je me suis dit C'est ils Ned vont- Flanders version non psychopathe. non mais vraiment quand j'ai lu le bouquin je me suis dit ils vont pas mettre ça dans le film, c'est pas ça va pas là, ça va mal passer. Effectivement Oh ils l'ont non. pas mis, ils s'en sont abstenus. Oh, ils auraient pas pu se permettre en plus, on en parlera avec le casting, mais ils auraient pas pu se permettre avec cette actrice de faire Ouais, un truc ouais. aussi horrible que Mais ça. pourtant elle s'en tire vachement bien, hein. Ah oui, non, non, bah oui, on aura l'occasion d'évoquer. James Newton Howard qui revient du coup à la compo musicale, parce que c'était lui qui s'était occupé des précédents, si j'ai Oui, bonne là, mémoire. pour le coup toute la saga est composée par la même personne. Ouais, et Merci Hollywood d'avoir fait ça pour une fois. ouais, non, non, bah oui, parce que là, ça amène une vraie cohérence et je trouve qu'il y a des très beaux thèmes musicaux et au-delà de ça, il y a un très joli travail de manière globale en fait sur toute la composition musicale de son métrage. Enfin, c'est très très bien fait. J'aime beaucoup le thème de fin, comment se termine le film avec le petit thème vraiment sur la conclusion du long métrage. C'est Ouais. très très bien foutu et je trouve qu'encore une fois, enfin, on dit souvent que, ça c'est un point que j'aime bien aborder, si une musique de film est bonne, on ne l'entend pas. Oui bah moi c'est exactement ce qui se passe. Et c'est à ça que je juge une bonne musique de film. Je n'ai pas entendu quasiment la musique de James Newton Howard tellement je la trouve greffée au film. À part le thème de fin où je me suis Mais vraiment pourtant, dit, elle est bien... ouais, il Non, ressort. non, mais pourtant elle est bien présente, Ouais. même Ah assez ben, elle souvent. est très souvent présente, elle est même constamment à l'écran. On est un peu dans le pas dans la composition, mais dans justement le fait qu'elle soit très présente, un peu du côté de l'ordre du côté de John Williams, Hmm. qui lui aussi a tendance à beaucoup mettre de musique dans les Bah, il films suffit qu'il de voir que compose. la plupart des compos de John Williams, elles font la durée en fait du long métrage. Oui, quasiment. Ouais, c'est ça. Donc là, pareil, en fait, elle est très très présente, mais on n'y fait pas attention parce que vraiment ça habille la scène en fait, sans que ça soit trop présent, sans que ce soit voilà. Complètement. Et au-delà de ça, un dernier point, je trouve que Francis Lawrence, il amène beaucoup de rythme à son film. Oui. Chose qui manquait dans le premier Hunger Games, je trouvais. J'avais la sensation que Gary Ross n'arrivait pas justement à rendre les parties cohérentes par rapport au livre, notamment. Si je peux prendre un recul maintenant avec le fait d'avoir lu le bouquin. Je trouvais qu'il avait tendance à un petit peu trop en faire sur la partie exposition. Et ensuite sur les jeux à un peu se perdre et à pas réussir à donner le bon rythme en fait, à l'intensité justement du crescendo qu'il doit y avoir Et puis dans il y ceci. avait un problème de lisibilité aussi, c'est-à-dire que comme sa caméra est en shaky cam en permanence quasiment, en fait, les séquences d'action étaient... Enfin, ça peut marcher, hein. Moi je prends par exemple un film comme Les Trois Mousquetaires où j'ai adoré les combats en plan séquence à la caméra épaule, mais le problème de ce genre de truc, c'est que du coup ça fait que tes combats, tu vois pas trop bien ce qui se passe, quoi. En fait, ça avait une cohérence juste pour l'ouverture des jeux. Parce que même dans le bouquin, Oui, c'est foutu oui, de telle de- sorte à ce qu'elle ne comprend pas en fait ce qui se passe. Exactement, et, c'est ça. mais c'est-à-dire ça avait une que- cohérence d'utiliser une shaky cam pour le début des jeux. Pour la suite, Voilà. ça n'a aucun Je intérêt. pense d'ailleurs que c'était pour ça que Gary Ross a utilisé beaucoup de shaky cam. C'est comme le livre est écrit à la première personne, il est parti du principe que on va placer la caméra à hauteur d'œil et on C'est va ça. la bouger comme... Comme un bougerait l'œil comme ton on d'un bouge, personnage, ouais, complètement. Et du coup, Francis Lawrence, ça ici, utilise vraiment un rythme et une mise en scène ainsi qu'un travail de montage qui est beaucoup plus fluide, qui prend beaucoup plus son temps, qui privilégie les plans larges pour justement nous faire ressentir à quel point ça va être une boucherie et qu'on sait que ça va se faire en une fraction de seconde, comme la plupart du temps, pour ensuite diluer un peu le temps et amener de l'attention, comme l'évoquait Renan, au bout d'un certain temps, tout le monde attend. Oui. Parce qu'on n'a pas envie de se faire épingler et on Ça n'a c'est pas pareil envie dans de les, trop trois, épingler. dans les trois Hunger Games qu'on a pu voir, à chaque fois t'as le bain de sang du début, t'as une période De latence. de latence, de calme, et ça, il y a des petites séquences d'action qui vont c'est propre à ce genre de truc, c'est à partir du moment où tu as commencé à tuer les premiers qui... Les plus faibles. Je dirais pas les plus Non, mais faibles, non, en je plus, pense c'est même que pas les plus faibles. je pense que c'est ceux qui s'exposent le plus, surtout C'est les ça. premiers qui s'exposent le plus, bah après bah, t'as ceux qui ont été se cacher et tout ça, et du coup bah il reste plus personne à... Donc bah t'attends. Voilà. Et ça on le retrouve ici évidemment. Mm. Même si au début, la première fois qu'on voit la reine, on se dit mais ils vont jamais... Enfin ça va durer 30 Ça va durer secondes. 30 secondes et ça va être fini. Et pas non, tant que ça. non, Pas il y a tant un que ça. petit twist qui fait que du coup ça ne peut pas durer 30 secondes. Cela dit, contrairement au bouquin où ça dure 4-5 jours, là on est sur 24 heures à peu près. Enfin ça c'est Un vraiment petit des peu Hunger Games plus, assez ouais, courts. je pense que c'est 48 un jour heures. et demi, 48 donc, heures grand max, ouais. Je te propose qu'on passe au casting, très éclectique pour le coup, puisque nous avons Tom Blyth qui joue donc Coriolanus, Mm. excellent. Oui. Personnellement, je trouve qu'il a une putain de gueule et qu'il y a une vraie ressemblance physique avec, Donald Sutherland. avec Donald Sutherland, exactement. Je trouve qu'il y a vraiment un truc. Rachel Zegler.
pour qui j'ai un amour immense depuis West Side Story. Je t'avoue que cette actrice, elle est magnifique et au-delà d'être magnifique, elle est extrêmement talentueuse. Elle joue hyper bien. Pour les acteurs connus, nous avons Peter Dinklage, Jason Schwartzman, Viola Davis, qui sont des grosses figures de ce long métrage. Je les trouve tous les trois excellents. Peter Dinklage étant terrifiant. Oui, j'étais surpris moi de Peter Dinklage parce que c'est pas du tout l'image que j'avais du personnage. Je me doute. Je suis sûr que quand tu lis le bouquin, tu n'imagines pas du tout Peter Dinklage en fait, dans le rôle. c'est que je le voyais beaucoup plus... comme Peter Dinklage est petit, évidemment. Dans le bouquin, je le voyais justement, je voyais un peu une figure à la Dumbledore, mais un anti-Dumbledore. Okay. Quelqu'un qui est grand, assez vieux. Et finalement, bon, le film a fait ce choix d'aller chercher un Peter Dinklage qui... clairement est extrêmement bon dans le rôle, qui n'en change pas l'essence. En soi, c'est juste son apparence qui est pas. Puis après, encore une fois, un livre, ça, tu l'interprètes. Un peu comme chacun l'interprète un peu comme il veut. Peut-être que il y a peut-être une partie de la description que j'ai laissée de côté ou je sais pas. Mais je l'imaginais pas comme ça et pourtant, bah oui, effectivement, il est terrifiant, il est glaçant. Ouais, aussi. Il est glaçant. Mais bon. Peter Dinklage, on sait de quoi il est capable. Hein, c'est ça. Mais pas autant que Viola Davis. Ah oui, non, mais alors là, Là, pour le coup, dans le rôle du Dr. Gould, je sais pas ce qu'ils lui ont dit comme direction, ils ont dû lui dire « Fais-en des caisses, vas-y, n'aie pas peur, là tu peux te le permettre. » Et elle en fait des caisses. Il fallait qu'elle en fasse des caisses. Le personnage en fait des caisses de base. C'est ça. Et encore, ils ont... Ouais. Je pense qu'ils ont dû lui dire « Fais-en des caisses », mais lis le bouquin, tu vois comment elle en fait des caisses? Un tout petit chouïa à moi. Voilà, c'est ça. Jason Schwartzman dans le rôle de Lucky, donc le présentateur est vraiment bon, mais Jason Schwartzman, je trouve que c'est un immense acteur qui n'a pas assez l'opportunité de prouver son talent. Je trouve que c'est un bon choix aussi par rapport à sa ressemblance avec, j'ai oublié son nom, celui qui jouait César Flickerman. Oui, Stanley Tucci. Stanley Tucci, voilà, ça y est. Ouais. Du coup, oui, la ressemblance avec Stanley Tucci, on arrive à croire qu'il puisse être son grand-père ou son père, tu vois, ça passe. Complètement. Très bien. Nous avons Josh Andrés Rivera qui joue donc Sejanus, qui est vraiment bien lui aussi. D'ailleurs, à plein de moments, il m'a fait penser à Vincent D'Onofrio dans Full Metal Jacket. Tout à fait. C'est vrai qu'il a un petit truc dans le physique. Il a clairement un petit truc. À chaque fois, j'ai dit c'est le sergent Baleine. non, mais c'est impressionnant. Il a un petit truc. Et nous avons Hunter Schafer qui joue donc la sœur de Coriolanus, qui est très bien aussi. Ouais. Qui est très bien aussi. J'ai trouvé. Je trouve dans la grande majorité, c'est impressionnant parce que ce casting est varié. Il va chercher vers plein d'horizons. Il prend des jeunes acteurs, des premiers de la classe, des gens qui ont rien encore fait quasiment comme gros long métrage, d'autres qui ont fait des films hyper reconnus. Et ça retrouve vraiment cette essence qu'il y avait dans le premier Hunger Games où on voyait des jeunes acteurs un petit peu débuter, d'autres dont on avait déjà entendu parler, des grosses stars pour réussir à emmener le film comme Donald Sutherland ou comme Stanley Tucci par exemple, et on se permet du coup de mettre d'autres acteurs en tête. Tom Blythe par exemple dans le rôle de Coriolanus étant une vraie révélation pour moi dans ce film parce que je crois que je ne l'ai jamais vu ailleurs, ou alors c'est vraiment qu'ils l'ont, ce blond au niveau des cheveux me perturbe, mais j'ai vraiment eu une révélation avec ces acteurs. Ah oui, non, là pour moi les seuls qui sont connus effectivement c'est les acteurs entre guillemets adultes et Rachel Zegler. Sinon tous les autres, moi je les avais jamais vus. Et Coriolanus il porte le film, encore heureux, remarque c'est le personnage principal. Oui, mais il le porte très bien sur ses épaules. Il le porte extrêmement bien. Et pareil, Rachel Zegler, irréprochable, elle chante extrêmement bien. Elle sauvera le projet Blanche-Neige. S'il est foiré, elle le sauvera quand même, moi je reste persuadé. Oui, de toute façon je pense qu'elle se prend des tombereaux de haine sur internet qui sont un peu justifiés d'ailleurs, mais bon. Juste parce qu'elle a dit que l'ancien Blanche-Neige était... Enfin bref. Oui, ça c'est un grand débat. C'est un grand débat, la pauvre Rachel Zegler qui a rien demandé, qui fait juste son boulot, si en plus elle fait son marketing de trucs et ça s'en prend plein la gueule, et alors qu'elle... Bon on le voit là, on l'a vu dans... Enfin moi j'ai pas vu West Side Story mais j'ai vu beaucoup West Side Story elle est merveilleuse. C'était une révélation honnêtement dans ce film et c'est... Elle avait été nominée aux Oscars non? Je suis même pas sûr malheureusement. Je crois pas. Je suis même pas sûr mais de toute façon ce film était voué à bider alors que c'était un monument. Bref. Mais ouais, pour moi le casting est extrêmement bon. D'ailleurs quand on parle de stars, c'est pas non plus des méga stars. Non, je trouve c'est des bons acteurs qui sont un peu sous-cotés. La force de la saga en fait, c'est que même si ce sont des acteurs qui sont connus et qu'on reconnaît facilement,
c'est pas des Chris Pratt qu'on commence à voir partout. C'est pas des gens qui vont éclipser le personnage. Exactement. C'est des gens qui vont se fondre Et dans du le coup- protagoniste et qui vont réussir du coup à faire en sorte qu'on se souvienne du personnage et pas C'est qu'on se ça, dise c'est « Oh, il y donc avait cet des- acteur qui campait ce perso ». Voilà, c'est des choix de casting qui sont plutôt liés au personnage plutôt au fait que il faut mettre une star. Tout Voilà. à fait. C'est pas comme oui, parce que je citais Chris Pratt parce que il fait encore la voix de Garfield. Enfin, j'en ai marre de Chris Pratt. Il va être aussi. Mais du coup, oui, voilà, il tombe pas dans ce piège de il faut absolument mettre des grosses stars. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de cette balade du serpent et de l'oiseau chanteur? Bah, je retiens un film qui est quand même bien différent des précédents tout en restant dans la continuité et qui réussit à pas tomber dans les pièges de la préquelle habituelle. Bon, il y a évidemment il y a un name drop que les gens vont sûrement prendre pour un truc complètement forcé, alors que bon, si ça avait été un peu plus présenté dans les autres films, parce que dans les bouquins c'est le coup de la pomme enfin de la racine là. Oui. Oui, bah oui. Le oui. coup de la racine dans les bouquins c'est cité, C'est ça. dans les autres bouquins c'est cité mais pas dans les films, ce qui fait que là quand on le voit ça paraît forcé alors que ça Alors l'est que pas. dans le bouquin, même dans le premier, c'est bien développé. On a une Voilà. belle définition sur Donc, ce qu'est la ça Katniss. peut être ce genre de truc qui peut peut-être. Moi, je sais que ma salle a rigolé à ce moment-là. Ce que je peux Et comprendre. j'étais un peu merde. Et je me dis, pour le coup, c'est vraiment le passage qui aurait peut-être pu être coupé pour le coup. Mais bon. Ouais. Non, sinon, c'était un très bon film. Moi, j'ai passé un bon moment. Qui était un peu terni parce que j'avais envie d'aller aux toilettes. Je vais passer la fin du film en mode petit fini. Mais sinon, non, c'était très très bien, très fidèle au bouquin. Et ouais, de toute façon, je me faisais pas trop de soucis vu que l'équipe revenait. Ouais. Ayant adoré les 4 précédents, je me suis dit celui-ci, il n'y a pas de raison qu'il se plante ou qu'il soit vraiment mauvais. Et du coup, j'ai eu exactement ce que j'attendais. Bon, bah tant mieux. Voilà. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. En fait, moi, j'avais tellement aucune attente que je ne pensais qu'aller voir un film qui allait potentiellement être moyen. Au final, je suis ressorti vraiment comblé sur beaucoup de points. J'ai trouvé le film dynamique, j'ai trouvé le film prenant, j'ai trouvé le film intense, hyper bien joué, hyper bien chorégraphié par son réalisateur. Bon, c'est peut-être un poil long et trop didactique en termes de structure dramatique et de récit, mais ça reste intense et il y a une très belle évolution de personnage, chose que j'avais peur de voir évoluer dans une direction assez facile ou cliché. C'est pas le cas, ça se sert très très bien de l'univers et de l'ambivalence du protagoniste qu'est Coriolanus, qui pourrait rapidement être juste un antagoniste qui devient vraiment un personnage auquel on s'attache et qu'on veut voir évoluer. C'est très très bien fait. Non, c'est une jolie surprise. Honnêtement, ça sera peut-être pas un des films que je garderai en mémoire cette année, mais en tout cas, on vous conseille d'aller voir Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Francis Lawrence, parce que bah, si vous aimez Hunger Games, vous allez être surpris. Si vous aimez l'univers, vous allez être content. Et si vous voulez juste voir un blockbuster américain, eh ben vous allez être comblé parce que le film réussit ce pari-là aussi. C'est ça. Toutes les cases sont cochées, allez-y. Merci mon cher Renan. Ben, merci à toi. Peut-être qu'on se retrouve très prochainement. Oui, tout à fait. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Fait du bien quand même de voir une suite pas se planter. Je crois que ça faisait un bon petit moment que j'avais pas eu ça, mais ça fait du bien.